Madame, monsieur, sortez les griffes et n'oubliez pas les passeports. C'est parti pour un tour du monde aujourd'hui très bestial. Une fois n'est pas coutume, ce matin, nos amis les bêtes sont à l'honneur. Quelle place occupent les animaux au-delà de nos frontières? Dans quel pays sont-ils chouchoutés? Qui sont les plus grands défenseurs de la cause animale au-delà de nos frontières? Comment s'y prennent-ils d'ailleurs? C'est ce que nous verrons avec nos correspondants du jour. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous éclairer ce matin, voici les spécimens rares. Nicolas Bertrand, qu'on joindra à New Delhi, Valérie Astreux, qui nous attend à Washington, en haut à droite, Sylvain Le Petit, en bas à gauche, notre correspondant au Moyen-Orient, et enfin Amaury Guibert, qui nous donne rendez-vous à Berlin. Et tout de suite, on s'envole pour New Delhi, où nous attend Nicolas Bertrand. Et en Inde, vous allez voir, vous le savez peut-être d'ailleurs, s'il y a bien un animal respecté, que dis-je, adulé, vénéré, vous en avez entendu parler, c'est la vache. D'ailleurs, là-bas, elle est sacrée, c'est un véritable dieu sur pattes, et cet amour vache, il va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, vous allez voir. C'est pas une légende, Nicolas, c'est vraiment la réalité. Bonjour. Oui, bonjour William. Vous savez, quand je suis arrivé pour la première fois en Inde, je pensais que ces fameuses vaches sacrées que j'avais vues dans Tintin, par exemple, eh bien, c'était de la fiction, ou bien que ça n'existait plus. Eh bien, je me suis largement trompé. Comme vous pouvez le voir, elles sont partout, parfois parées de très beaux tissus, et elles traversent les boulevards. Toutes les voitures doivent immédiatement s'arrêter, bien sûr. C'est le cas dans tout le pays, même dans les zones les plus modernes, comme ici à New Delhi. Et puis vous savez, l'Inde est divisée en 29 États. Et bien dans 10 de ces États, manger de la viande de bœuf est strictement interdit. Cela vous coûtera même jusqu'à 10 ans de prison. Oui, de la prison. Et puis dans un autre État, le Rajasthan, un ministre des vaches a été nommé il y a de cela 2 ans. Et puis au niveau national, un mirobolant budget de 87 millions de dollars vient d'être alloué pour le bien-être de ces dames à 4 pattes. Mais ce n'est pas tout. Regardez tout de suite ce reportage, il est signé Lucille Guenier et Hélène Corby. C'est une cérémonie de prière entièrement dédiée aux vaches. Ici en Inde, l'animal est considéré comme un dieu à 4 pattes, une mère protectrice. Dans ce temple, rien n'est trop beau pour elle. Tissu, collier de fleurs et sur le front la marque rouge, le symbole sacré. Les plus fervents adorateurs viennent déposer leurs offrandes. C'est un moment très sacré pour nous. Si on fait toutes ces prières pour les vaches, alors les dieux nous récompenseront. D'après l'hindouisme, des millions de dieux vivent à l'intérieur de la vache. C'est pourquoi au quotidien dans les villes, elles ont tous les droits. Les rues leur appartiennent et même le trafic infernal s'arrête pour les laisser passer. Et puis il y a aussi les maisons de retraite pour vaches. Quand ces dames se font un peu trop vieilles ou quand elles sont blessées, elles sont accueillies ici. Des structures de ce genre, il en existe des milliers en Inde. Ça, c'est une de nos vaches handicapées. L'une de ses pattes est cassée, c'est celle-ci. Quand elle est arrivée, elle n'avait qu'1 an et demi. 6 heures du matin, c'est l'heure de la traite. L'endroit fonctionne grâce aux donations et à la vente de lait. Le lieu est ouvert à tous les habitants. Allez, prends-le dans ta main. Oui, voilà, comme ça. Pour certains, un rituel incontournable avant d'aller travailler. Il y a des gens qui aiment gagner de l'argent. Moi, ce que j'aime faire, c'est venir ici. J'aime m'occuper d'elles. Je suis pour la protection des vaches. Protégée et vénérée jusqu'à ses excréments. Cette statue du dieu Krishna est faite en bouse de vache. Rien de mieux, paraît-il, pour éloigner les mauvais esprits. Ce fervent pratiquant est convaincu de ses bienfaits. La bouse de vache est purifiante. L'odeur aussi. Ça ne sent pas si mauvais. Tu peux sentir la pureté de l'arôme. Avec de telles qualités, les produits dérivés ne manquent pas. Shampoing, dentifrice, détergents et même des médicaments. Et voici le produit phare.
Gomoutra, c'est l'urine de vache. Pour commencer, ça tue toutes les mauvaises bactéries que l'on peut avoir. Ça nettoie aussi. Ça marche si vous avez des ballonnements, si vous voulez perdre du poids ou faire disparaître toutes vos maladies, du ventre ou d'ailleurs. Ça guérit même le cancer. Si pour les hindous, boire de l'urine de vache est gage de bonne santé, en revanche, pas question d'entrecôte pour le dîner. Manger du bœuf dans certains États peut vous mener en prison. Ah oui, oui, évidemment, ils n'en mangent pas, bien sûr. Nicolas, ce qu'on ignore ici, c'est que la vache sacrée est devenue aussi un véritable enjeu politique en Inde. Et donc parfois un sujet de discorde, je suppose. Oui, tout à fait, la vache qui se retrouve ici au centre des tensions qui traversent le pays, particulièrement les tensions entre les communautés hindoues et musulmanes. Et cela n'a fait qu'empirer avec l'arrivée au pouvoir en 2014 de nationalistes hindous. Cela a galvanisé en quelque sorte les plus extrémistes d'entre eux. Ils ont monté des milices qui se prennent pour des justiciers chargés de protéger les vaches sacrées. Ils se croient au-dessus des lois et ils mènent de véritables opérations punitives contre tous ceux qui sont accusés de transporter de la viande de bœuf, de consommer de la viande de bœuf. Ils s'attaquent ainsi aux intouchables, vous savez, ce sont ces castes les plus basses ici en Inde, ainsi qu'aux musulmans. Il y aurait eu une quinzaine d'assassinats dans ce cadre-là ces dernières années, mais en fait, ces extrémistes utilisent cette vache sacrée uniquement pour exprimer leur haine des autres communautés. Nicolas, pour terminer sur une note plus légère, il y a un autre animal, paraît-il, qui a un statut particulier en Inde, c'est le singe. Ah tiens, vous avez une touche là. Il y a votre copine qui vous a rejoint. Oui, tout à fait. Alors que vous me parlez des singes, notre ami la vache est en train de s'approcher petit à petit de la caméra. Et oui, c'est vrai, ce n'est pas à la hauteur des vaches, mais les singes sont également vénérés ici en Inde. Mais ça peut aussi devenir un sacré problème dans les grandes villes. Vous savez, les forêts en Inde sont en train de diminuer suite à la surpopulation. Et donc les singes arrivent dans les grandes villes et les singes sont chapardeurs et donc ils causent de nombreuses nuisances. Je me souviens par exemple de mon voisin du dessus qui est rentré chez lui avec 2 grands sacs remplis de mangue. Eh bien, il s'est fait attaquer à l'entrée de l'immeuble et il n'a pas pu ramener une seule mangue chez lui. Moi, pour ma part, c'était mes clés de moto que j'avais mis sur le contact. Les singes, un singe est arrivé sur la moto, il a chapardé la clé. Voilà. Mais quand on vit en Inde, il faut être prêt à toutes les situations avec les singes comme avec les vaches. Et en plus, celle-là, visiblement, elle comprend le français. Merci beaucoup. Au revoir la vache et au revoir à Nicolas. Nouvelle étape maintenant, cap sur les États-Unis. Alors là-bas, il s'agit de grands espaces, je vous apprends rien, et avec les animaux qui vont avec. Et vous allez voir que les Américains raffolent des animaux sauvages. Et alors, ce ne sont pas des formats de poche, si j'ai bien compris. Bonjour Valérie. Bonjour William. Oui, les Américains ont une préférence surtout pour les gros mammifères. Le bison vient d'être nommé, désigné emblème national en signe de réconciliation avec les Indiens. Pourquoi? Bien parce qu'au 19e siècle, lors de la conquête de l'Ouest, les colons ont cherché à l'exterminer par tous les moyens afin d'affaiblir les Indiens qui dépendaient du bison comme moyen de subsistance. Si bien qu'en un siècle, les bisons sont passés de dizaines de millions à un petit millier. Alors au début du siècle, les autorités fédérales sont aperçues qu'il allait disparaître. Ils ont donc mené une politique de protection dans les grands parcs nationaux. Et aujourd'hui, les bisons, on en compte environ 200 000. Les touristes peuvent aller les admirer, notamment dans le parc de Yellowstone. Et ils peuvent même faire des selfies, des photos, sans s'approcher de trop près. Non, évidemment. Alors, cette passion pour les animaux, il faudrait préciser aussi qu'on la retrouve à la Maison-Blanche. Là-bas, c'est une véritable ménagerie. Ça, on ne savait peut-être pas. Et oui, on a vu des présidents posséder toutes sortes de bêtes sauvages. Exemple Theodore Roosevelt qui avait non seulement des poneys et des chiens, mais aussi des kangourous, des coyotes, des ours, des serpents. La First Lady qui a suivi, à savoir Grace Coolidge, elle se promenait avec un raton laveur en laisse. Alors on comprend mieux pourquoi les Américains aujourd'hui n'ont aucun état d'âme à posséder des animaux sauvages chez eux, dans leur jardin. Et c'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage réalisé avec Laurent Desbois. Pour l'opinion américaine, Dilly est une biche comblée. Une chambre rien que pour elle et des sucettes au goûter. Aveugle dès sa naissance et rejetée par sa mère, ses maîtres l'ont recueillie et élevée comme si c'était leur fille.
Elle fait les mêmes choses que moi. Tous les jours, elle m'aide à faire le ménage, faire les lits. On est très proches. Élever une biche dans sa maison n'a rien d'illégal aux États-Unis. Plus étonnant, certains États autorisent même la domestication d'animaux exotiques. Leslie Ann possède ainsi une vingtaine de bêtes sauvages chez elle. Bug attend son petit biberon. Il a 3 ans, il n'en a plus besoin, mais vous voyez, il l'adore. Ce que cette femme célibataire aime par-dessus tout, c'est apprivoiser les petits primates, comme ce bébé galago venu d'Afrique. Ça va en fait très vite. Dès que vous les nourrissez, ils vous reconnaissent et vous devenez leur maman d'adoption. Leslie Ann pense même qu'elle assure la protection d'espèces menacées, comme ces lémuriens de Madagascar. Là, il a envie de jouer avec vous et vous voir de près. Selon elle, ces animaux nés en captivité aux États-Unis ne seraient pas capables de vivre dans leur milieu naturel. Je pense qu'ils sont heureux. Ils s'amusent tout le temps. Ils sont toujours tout contents qu'on joue avec eux. Il n'y a pas de dispute entre eux, pas de bataille, ni de blessures. Cet endroit n'a rien d'unique aux États-Unis. On estime même qu'il y a autant d'animaux sauvages chez les particuliers que dans les zoos américains. Car il existe des revues spécialisées pour acheter n'importe quel animal en toute légalité. Dans certains États, les ventes aux enchères sont même autorisées. Cette girafe, par exemple, sera vendue à un particulier pour 50 000 €. Les gens ont la fausse impression que ça ne pose pas problème d'avoir ces animaux en captivité. Du coup, la demande augmente et c'est comme ça qu'on arrache les animaux à leur milieu naturel. Et c'est ainsi que des milliers de fauves se retrouvent dans les foyers américains. Problème, ils peuvent devenir dangereux et encombrants. Cette réserve en Floride accueille une centaine de bêtes sauvages, abandonnées par leurs propriétaires. Ce sont des servals. Ils habitaient tous à New York dans une cave qu'une femme avait tout aménagé pour avoir sa petite collection privée. La directrice de la réserve a dénombré 740 blessés et 23 personnes tuées par des fauves aux États-Unis. C'est impossible de faire vivre décemment un tel animal dans votre jardin et en toute sécurité, car tôt ou tard, il finira par vous attraper. De nombreuses associations réclament une loi fédérale interdisant ces nouveaux animaux domestiques, plus tout à fait sauvages, mais pas complètement apprivoisés. Serpent. Valérie, est-ce que les animaux domestiques plus classiques, ceux qu'on connaît tout simplement, les chiens, les chats, il y en a là-bas ou pas? Oh oui, il y en a beaucoup. Songez que 80 millions d'Américains possèdent un animal de compagnie et leur place dans la société est telle que dans certaines grandes villes comme San Francisco ou Seattle, eh bien, il y a plus d'animaux de compagnie que d'enfants. Alors le business est évidemment florissant, les dépenses pour nourrir, soigner, habiller ces chiens, ces chats, eh bien s'élèvent à 40 milliards de dollars. Et ce que les Américains préfèrent par-dessus tout, eh bien c'est déguiser leurs animaux domestiques pour Halloween. Il existe des sites internet spécialisés, des magasins spécialisés pour acheter des costumes, et si bien qu'on peut voir un chien devenir un zèbre ou un lion, et puis un chat qui peut se transformer en sorcière ou en Superman. Alors l'imagination des Américains est sans limite, mais visiblement les animaux n'ont pas l'air d'en souffrir. En revanche, il y a un problème beaucoup plus grave, c'est l'obésité qui touche aussi les chiens et les chats. La moitié d'entre eux seraient en surpoids. Alors évidemment, on sait que les Américains mangent un peu trop de frites et de hamburgers. Visiblement, ça a l'air d'être un peu le cas aussi pour leurs animaux qui vont devoir donc faire du sport. Eux aussi, oui, c'est comme nous. Merci beaucoup. Valérie, merci. Puis dans le paysage, effectivement, américain, vous les avez vus sur cette photo tout à l'heure, ce sont les promeneurs de chiens qui promènent parfois 4, 5 ou même plus chiens à la fois. Bon, alors, petite pause chez nous à présent. Avec notre spécialiste du net, vous allez voir que les animaux sont les nouvelles stars du web. Si vous fréquentez Internet, vous le savez. Alors les petits chats, les chiens, qu'est-ce que j'ai oublié, les perroquets, les castors, c'est le bébé de show sur la toile, non? Toutes les espèces sont représentées, oui. C'est le bébé de show, vraiment. Il compte des millions de fans, William, sur les réseaux sociaux. Ils sont aussi célèbres que Beyoncé ou Kim Kardashian. Ce sont les premiers générateurs de buzz du monde. Ce sont eux qui monopolisent l'attention et l'affection des internautes. Alors pourquoi un tel engouement?
Bon, les animaux nous ramènent à notre enfance. On peut dire qu'on a même été génétiquement programmés pour craquer, pour les trouver mignons. Et puis ils sont un contrepoids léger et efficace contre une certaine morosité. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur le web? Eh bien, on va trouver des choses comme ça. Surprise Kitty, cette vidéo qui dure 15 secondes. Elle a fait plus de 78 millions de likes et d'adorateurs sur Internet. Des choses comme ça, juste un petit chat, vous voyez, qui réagit à son maître. Alors, vous avez aussi des grosses stars sur les réseaux sociaux comme celui-ci de Crumpy Cat, qui est le chat grincheux, qui est vraiment un grand, Une star, lui, une star interplanétaire. Celui-ci aussi, très connu, un Lil Bud. Alors, celui-ci, c'est le patron incontournable de tous les internautes. C'est Boo, 17 millions. Ou encore, mon préféré, celui-ci, Hamilton, the Hipster Cat, que j'adore, avec sa moustache naturelle. Ouais. Voilà un condensé de ce qu'on peut trouver sur Internet. Alors, sont devenus de vraies cibles commerciales, je suppose, quand on voit tout ça, non? C'est un énorme marché. Imaginez, chaque année, les propriétaires de 400 millions de chiens que compte la planète vont dépenser la somme de 30 milliards de dollars pour nourrir leur animal. Alors, ces maîtres, ils vont se retrouver sur le web avec en tête des préoccupations d'achat, de loisirs et de besoins pour leur animal. En gros, tout ce qui existe pour nous, sur Internet, va exister pour les animaux. Comme ça, la première communauté en ligne pour les animaux et leurs propriétaires, le réseau social pour animaux. Alors chacun a son profil, ses amis, ses photos, sa messagerie, son actualité. Vous allez avoir évidemment une boutique. Celle-ci, c'est un festival, hein. Surtout au moment de Noël. Vous pouvez le voir. À l'approche des fêtes, vêtements, colliers, déguisements, on trouve un petit peu tout. Évidemment, site de rencontre pour les propriétaires de chiens et d'animaux, si vous voulez faire des saillies, des choses comme ça. Et puis quand même, un site à connaître extrêmement utile qui s'appelle Animal Web Action. Alors celui-là, il va apporter son aide à plus de 500 associations. Il améliore le quotidien des animaux et il facilite à l'excès le don pour les animaux. Vous choisissez ce que vous donnez, vous choisissez pourquoi vous donnez et c'est directement dans les poches d'une association qui aide les animaux. D'accord. Qu'est-ce qui est marqué? Votre croquette? Alors voyez, votre croquette, votre couverture, votre abri, votre nourriture, votre granulé pour les oiseaux et vous choisissez dans quoi vous donnez. Très bien, merci beaucoup Julia. Pour la suite du voyage, plus étonnant peut-être direction Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, avec Sylvain Le Petit. Alors, il faut le savoir, au pays de l'or noir, on collectionne des chevaux pur sang, les chameaux, les dromadaires, mais le roi des animaux là-bas, c'est le faucon. C'est bien ça Sylvain? Bonjour. Bonjour William. En effet, ici, l'animal le plus important, c'est le faucon, car bien avant la découverte du pétrole, cet animal était utilisé pour la chasse et ramener la viande aux familles qui vivaient dans le désert. Aujourd'hui, c'est un symbole de puissance et d'apparat. Je vous propose de regarder le reportage réalisé par Julien Nativel et Gaël Sundelin. 2 fois par jour, Mohamed se rend dans le désert d'Abu Dhabi et ça donne un rituel bien particulier. Tu m'amènes un des petits? Il faut préparer le parachute. Assisté de ses domestiques, il débute l'entraînement des 30 faucons de sa collection. Télécommande en main, il va faire décoller son avion miniature auquel il a accroché un pigeon qui va servir d'appât. J'aime beaucoup les entraîner avec l'avion. Ça permet de passer plus de temps avec les oiseaux et de leur apprendre à chasser. Ça les forme bien. Grâce à cette technique, il prépare ses faucons à atteindre des vitesses allant jusqu'à 300 km/h. Il consacre plus de 3 heures chaque jour à les entraîner. Depuis que je suis petit, je suis entouré de faucons. Et ça, c'est quelque chose d'inscrit dans nos traditions, depuis le premier jour, depuis toujours. Aux Émirats, la fauconnerie est un tel phénomène de société qu'elle a son salon dans le palais des expositions d'Abu Dhabi. Aujourd'hui, ces 2 jeunes Émiriens viennent se renseigner pour acheter un faucon. On regarde la couleur de l'oiseau, sa taille, sa forme, on regarde ses plumes, on regarde surtout qu'il n'ait rien de cassé. L'animal est scruté de près et pour cause. Il est vendu plus de 8 000 €, un tarif qui ne semble pas refroidir les 2 acheteurs. C'est cher, mais c'est un très bel oiseau. Et certains rapaces peuvent atteindre des prix encore plus élevés. Parfois, ça peut monter jusqu'à 25 000 €. Et si les Émiriens sont prêts à dépenser autant pour des oiseaux, c'est que pour eux, le faucon fait partie intégrante de leur famille. On aime vraiment les faucons, c'est nos amis. Dans vos pays, vous aimez les chats et les chiens. Vous dépensez sans compter pour eux. Nous, ici, c'est pareil, mais avec les faucons.
Des animaux chers, mais fragiles. Depuis 15 ans, le docteur Margit Müller soigne les rapaces dans un hôpital spécialisé de la banlieue d'Abu Dhabi. Ici, on leur réserve un traitement digne des êtres humains. Pour tout ce qu'on fait avec ces oiseaux, il faut qu'on les anesthésie, car sinon ils seraient tellement stressés qu'ils pourraient mourir d'une crise cardiaque. Ce faucon s'est brisé une plume. Une blessure fréquente que le docteur va soigner en quelques minutes avec une plume de remplacement. Voilà, on a réparé son aile, mais on doit encore recouvrir cette partie pour que la plume soit stable. Il faut qu'il puisse voler parfaitement, mais aussi qu'il n'y ait aucune trace sur son aile. L'hôpital a acquis une telle réputation que les fauconniers viennent aujourd'hui de tous les pays du Golfe pour sauver leurs oiseaux. Au total, il a déjà soigné plus de 75 000 faucons. Merci beaucoup, Sylvain. À très bientôt. Vous avez remarqué dans ce reportage qu'il y a des bancs au milieu. Ce sont les bancs pour faucons dans la salle d'attente. Retour dans l'Hexagone à présent avec Natacha Harry. Avec notre spécialiste des animaux, on va s'intéresser à la place précisément des animaux, mais dans notre pays. Et pour commencer, il y a combien d'animaux de compagnie chez nous ? Écoutez, William, il y a quasiment autant d'animaux de compagnie que de Français, 63 millions d'animaux de compagnie. Un peu plus de 12 millions de chats, près de 8 millions de chiens. Alors les chats connaissent depuis quelques années un véritable engouement et ont très largement dépassé le nombre de chiens. Et qui sont ces Français qui possèdent des animaux? On a fait, je sais pas, un portrait. Oui. On a fait effectivement un portrait type du Français qui possède un animal de compagnie. Eh bien, il s'agit préférentiellement de personnes qui vivent en famille. Près de la moitié des gens qui possèdent un animal de compagnie vivent dans une famille de plus de 3 personnes. Et puis, on a aussi remarqué, notamment pour les possesseurs de chiens, qu'ils vivent plutôt en milieu rural. Mais ça se comprend assez aisément, puisque bien sûr, il est plus facile de vivre avec un chien à la campagne que dans une grande ville. Il faudrait le rappeler, ça, que effectivement, ça serait bien qu'ils prennent l'air un peu comme celui-ci, là, tiens. Concrètement, qu'est-ce que les animaux apportent aux Français? Ça aussi, on a pu le lister. Oui, on a fait une enquête très précise sur ce point. La première chose, pour plus de la moitié d'entre eux, ils disent que c'est en premier lieu l'affection qu'ils viennent rechercher. À la fois l'affection qu'ils vont donner à leur animal, mais aussi l'affection qu'ils reçoivent. Et puis, un petit peu plus loin derrière, 20% d'entre eux disent qu'avoir un animal à la maison, c'est aussi un très bon moyen pour éduquer ses enfants. Et enfin, quelques Français, environ 10% d'entre eux, disent que posséder un animal, c'est un moyen très utile de lutter contre la solitude. Alors du coup, j'imagine que nous sommes plutôt bons élèves en matière de protection animale, non? Ça devrait aller de soi. Eh bien, je vais vous décevoir. Non, la France n'est pas un bon élève. Il y a 7 pays en Europe qui sont vraiment leaders en matière de protection des animaux de compagnie et nous n'en faisons absolument pas partie. Il faut citer l'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne, le Luxembourg ou encore la Suisse, la Suède. La première loi qui a protégé les animaux, nous la devons à nos amis britanniques. C'est une loi qui date de 1822. C'était le Martin's Act qui protégeait les animaux du bétail. D'accord. Pour conclure, est-ce que le statut des animaux a évolué dans notre pays au cours de ces dernières années ou pas? Oui, très récemment, en février 2015, enfin le Code civil reconnaît aux animaux de compagnie un statut d'être vivant doué de sensibilité. C'est une innovation pour le Code civil qui s'aligne sur notre Code rural, mais il faut aussi reconnaître que la loi française accepte encore des spécificités que l'on a appelées des traditions régionales comme la corrida ou les combats de coqs qui sont très loin de défendre le droit des animaux. Donc finalement, en conclusion, on peut dire qu'en France, le droit des animaux n'est pas si bien défendu que cela. Il dépend de considérations culturelles, de considérations économiques et puis aussi sociales. Avec corrida, combat de coq, peut-être y arriver, corrida, il y a encore des réticences. C'est difficile. D'un point de vue législatif, en tout cas, c'est très difficile. Bon. Merci beaucoup, Natacha. À plus tard. Pour la dernière escale du jour, on part à Berlin où nous attend Amaury Guibert. Et en Allemagne, la place réservée aux animaux est un sujet très délicat. Pourquoi? Parce que les défenseurs de la cause animale sont de plus en plus actifs et ça se vérifie. Alors, vous allez voir, même dans les assiettes. Amaury, bonjour.
Bonjour William, bonjour à tous. Et effectivement, c'est une tendance que l'on peut chiffrer. Il y a en Allemagne 7,8 millions de végétariens, soit près de 10% de la population tout de même. Et les végétaliens ou les véganes, c'est-à-dire les personnes qui ne mangent absolument aucun produit animal, pas de produits laitiers, ils sont près d'1 million. Et il faut dire qu'ici à Berlin ou en Allemagne, c'est assez simple de suivre ce type de régime alimentaire, végétarien ou végétalien. Dans presque tous les restaurants à la carte, on va trouver des plats sans viande et de plus en plus de plats véganes. Mais si la tendance est si forte ici en Allemagne, c'est aussi parce que les Allemands, il faut bien le dire, sont peut-être plus sensibles au traitement réservé aux animaux. Pour 80% des Allemands, le bien-être animal est une question qui leur tient à cœur. Et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir consacrer une partie de leur temps et de leur énergie pour défendre cette cause, la cause animale, comme on va le voir dans ce reportage réalisé par Céline Dupeux avec Brice Boussoir. Sandra Frantz a beau être en week-end, cette militante pour le droit des animaux ne se repose jamais. Aujourd'hui, elle se rend sur le lieu d'une nouvelle action. Nous allons près de Berlin. Là-bas, on va protester toute la journée contre l'extension d'un abattoir. Sandra est en tête du cortège, au volant du camion. Derrière elle, ils sont une bonne centaine à manifester. On est là et on crie pour la libération des hommes et des animaux. Leur cible, un géant de l'agroalimentaire qui compte agrandir un abattoir où 120 000 volailles sont déjà tuées tous les jours. Un abattoir-usine comme celui-là n'a pas que des répercussions pour les animaux, mais aussi pour les riverains et l'environnement. La foule mêle des gens de tous horizons, réunis autour d'une cause, le respect des droits des animaux. Certains ont un discours très radical. Nous faisons avec les animaux la même chose que ce que les nazis ont fait avec les gens. Mais pour beaucoup, l'objectif reste d'abord d'alerter l'opinion. C'est insupportable ce qui se passe ici, ce qui est fait aux animaux, et dans quelles conditions les employés de l'abattoir doivent travailler. Je suis triste que les gens soient si ignorants, que personne ne se préoccupe de ce qu'ils mangent en réalité. La cause animale attire pourtant de plus en plus de monde. Il suffit pour s'en convaincre de voir le nombre de restaurants et de magasins véganes à Berlin. Il y en a autant qu'à Londres, Paris et Milan réunis. Les adeptes d'une alimentation sans aucune origine animale ont même leur salon. Bienvenue à Veggie World, le plus grand du genre en Europe. On peut y déguster de la saucisse sans viande, se chausser vegan et croiser dans les allées beaucoup de gens heureux. J'ai remarqué à quel point ça fait du bien à mon corps. J'ai retrouvé de l'énergie. On n'a pas besoin d'utiliser partout de la viande ou des produits d'origine animale. Vivre vegan, c'est possible. Et le patron du salon voit bien que la tendance ne cesse de se renforcer. Les gens sont de plus en plus nombreux à se soucier de leur santé, mais ils ont aussi les moyens de se nourrir de cette façon, car de nos jours, cela revient toujours plus cher. Pour eux, peu importe le prix, il faut tout changer pour vivre végétal. Le Parti pour la protection des animaux a obtenu 2% des voix aux dernières élections locales à Berlin et il a de grandes ambitions. Nous pouvons essayer d'entrer au gouvernement. Et nous pouvons essayer, grâce à ça, de changer les lois. Voilà notre objectif. Donner ou redonner enfin leurs droits aux animaux. Ils espèrent une révolution quand d'autres ne voient dans le végétalisme qu'un changement d'habitude alimentaire. La défense de la cause animale a beaucoup de facettes, autant sans doute que le nombre de ses adeptes. Alors, Amaury, il y a quand même un paradoxe parce que l'Allemagne a plutôt, en tout cas ici, l'image d'un pays mangeur de viande. Je pense aussi à la charcuterie. Alors, défendre la cause animale, est-ce que c'est pas une cause perdue ? Ah oui, vous avez raison, William. L'Allemand est un gros mangeur de viande. Il consomme en moyenne 60 kilos de viande par an, 80 kilos de produits issus des animaux si on fait le total. Et il se classe 4e en Europe. Et pour satisfaire cet appétit, il faut construire des élevages gigantesques. L'Allemagne est connue pour ses fermes de 1000 vaches, ses élevages de poulets ou de porcs à perte de vue. Mais il faut alimenter les rayons des supermarchés discount. Cela dit, peu à peu, d'année en année, on observe que cette consommation de viande a plutôt tendance à baisser, doucement mais sûrement, parce que les consommateurs allemands sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur le traitement qui est réservé aux animaux d'élevage. Et aujourd'hui, 2/3 des Allemands se disent prêts à payer un peu plus cher leur kilo de viande si cela permet d'améliorer l'élevage et l'abattage. On tend vers ça un peu ici aussi. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Natacha Hari, mais en matière de droits des animaux, comment se positionne l'Allemagne par rapport à ses voisins ?
L'Allemagne est en avance et ça fait longtemps qu'elle a pris de l'avance. Dès le début des années 90, le Code civil a été changé ici pour modifier certaines dispositions et l'animal n'est plus considéré comme un objet. Dans les années qui ont suivi, d'autres dispositions ont été prises. C'est pour ça que le gavage, par exemple, est interdit. Les élevages intensifs dont je parlais juste avant ne sont jamais subventionnés par des fonds publics. Donc l'Allemagne est en avance. Elle fait partie d'un petit groupe de pays européens, la Grande-Bretagne, on l'a évoqué, le Luxembourg, la Suède ou encore l'Autriche, qui ont aussi adopté des dispositions assez contraignantes pour faire respecter le droit des animaux. Mais pour les militants de la cause animale, cela ne suffit pas. Le fait, par exemple, que la protection des animaux soit un principe inscrit dans la Constitution allemande n'a pas changé radicalement les choses. Enfin, c'est ce que disent les militants de la cause animale, qui disent bien maintenant, il ne faut pas seulement lutter pour changer la législation, il faut surtout changer le comportement des consommateurs. Ça, c'est vraiment le cœur de leur combat aujourd'hui. Merci beaucoup, Amaury. À la semaine prochaine pour Télématin. Madame, Monsieur, l'émission touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur la place des animaux au-delà de nos frontières. La semaine prochaine, alors soyez au rendez-vous, plus que jamais, on vous fera voyager. Mais pas n'importe où. Si je vous dis lagon, désert, glacier, parc naturel, ça fait un peu rêver, enfin j'espère. Eh bien, c'est ce qui vous attend samedi prochain. Préparez-vous à découvrir des coins de paradis cachés qu'on vous révélera juste avant les vacances de Noël, mais ça sera un secret entre vous et nous. Dépaysement garanti, je vous l'assure. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui en tout cas, mais on se donne rendez-vous lundi.